Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Ce mois, nous allons revenir sur les discussions qui ont débuté dans le cadre des Nations Unies en vue de mettre en place un cadre de coopération internationale en matière fiscale beaucoup plus inclusif. Les échanges ont débuté fin avril, début mai. Nos experts y étaient, notamment Sergio Chaparro, qui travaille avec l'équipe de plaidoyer de Tax Justice Network, mais vous allez aussi entendre des experts qui n'y étaient pas, mais qui ont suivi de près, notamment Liz Nelson, qui dirige l'équipe de plaidoyer et travaille à mettre en corrélation la justice fiscale et les droits humains fondamentaux, notamment le droit à l'égalité des genres. Nous allons aussi revenir sur le 9e symposium des échanges fiscaux en Afrique organisé par IBFD, le Bureau international pour la documentation fiscale, qui est basé aux Pays-Bas, en Europe. L'occasion a été donnée à Irene Ovonji Odida, qui est un membre du conseil de Tax Justice Network, de s'exprimer sur l'importance actuelle des échanges dans le cadre de l'ONU. Mais vous allez aussi écouter nos experts que sont Rachel Eterfoya, qui mettra en connexion les principes de Tax Justice Network et les raisons pour lesquelles nous poussons pour ces principes dans le cadre de l'accord fiscal en discussion. Mais aussi, nous allons avoir Mukupa, qui jusque-là travaillait avec Tax Justice Network Africa, a produit un important rapport sur comment est-ce que le secteur extractif pourrait aider à financer les effets du changement climatique en Afrique. Autant de choses pour une seule émission. À tout de suite pour les détails. Mais je rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre page de podcast impotsocial.lipsyn.com. Lipsyn avec S-Y-N à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network en cliquant sur le lien podcast avec s.taxjustice.net. Pour ceux qui adorent les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux qui diffusent des podcasts, notamment Stitcher ou encore l'application Spotify, Google Podcast. Ne vous privez pas. Connectez-vous avec nous, impôts-de-8 social @outlook.fr ou encore Facebook, page Impôts et Justice Sociale, Twitter, hashtag Impôts Social. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Je vous le disais, les discussions se sont ouvertes dans le cadre des Nations Unies à New York sur la mise en place d'un cadre de coopération fiscale internationale beaucoup plus inclusif. Pour cette première session des échanges, il était question de voir comment est-ce que on définirait les termes de référence. Le processus vient de commencer, il est encore long, il a du chemin. Et donc, tous les acteurs de la justice fiscale sont invités à se mobiliser. Nous avons eu, en termes de mobilisation, plusieurs de nos experts qui ont participé aux échanges de cette première session. Vous avez écouté lors du podcast précédent
une intervention de Mark Gutzmeinzer, qui est le directeur des analyses politiques au sein de Tax Justice Network et qui avait surtout défendu l'idée du reporting pays par pays. Mais il y avait aussi Sergio Chaparro. Il est dans l'équipe de plaidoyer, il dirige aussi l'équipe de plaidoyer de Tax Justice Network. Et puis, il a accepté de partager avec nous ses impressions au terme de cette première session. Alors Sergio, peut-être que tu commencerais par nous donner quel a été ton sentiment de parler à l'occasion de cette session inédite pour tous ceux qui militent en faveur d'une justice fiscale et d'une coopération fiscale plus équitable. Il est important de souligner qu'après des discussions assez controversées, les pays sont parvenus à un accord sur la feuille de route pour finaliser les termes de référence d'une convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale lors de la prochaine session qui se tiendra à New York entre juillet et août 2024. C'est une réalisation impressionnante, compte tenu du scepticisme de nombreux acteurs quant à la capacité de l'ONU à obtenir un résultat significatif. Il est toutefois important de noter que le premier cycle de négociations a montré que certains pays parient encore sur le report à cette étape de discussion sur des questions qui ont déjà été tranchées et qui, à ce titre, ne devraient pas avoir lieu si les États négocient de bonne foi. En d'autres termes, plutôt que de saisir cette occasion pour s'entendre de manière constructive sur une convention cadre ambitieuse qui surmonte les échecs de l'architecture fiscale mondiale actuelle, les pays riches de l'OCDE tentent de préserver le statu quo en adoptant des tactiques obstructionnistes, notamment en insistant pour modifier les règles de prise de décision bien établies, en limitant la portée de la tâche à venir ou en refusant de réformer et de reconsidérer les normes existantes. Au motif d'éviter les doubles emplois et la complémentarité, alors que ces normes ne répondent pas à des valeurs telles que l'inclusivité et l'efficacité pour tous les pays. Alors c'est clair, l'époque où l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, prenait le leadership de ces discussions, est en train d'être aujourd'hui complètement dépassé. Mais Sergio, quelles sont les leçons que tu as retenues de cette participation? Que peux-tu partager avec nos auditeurs? Ces négociations sont difficiles, et les États intéressés par le maintien du monopole de l'OCDE sur l'établissement des normes fiscales internationales miseront sur le retardement du processus ou la réduction de sa portée. Le leadership, l'unité et la persévérance continue des pays du Sud, le type de leadership qui nous a amenés à ces négociations en premier lieu, seront nécessaires pour mener à bien ce processus. Pour les pays du Sud, les enjeux se mesurent en termes de ressources que les États perdent quotidiennement pour répondre aux défis climatiques et à d'autres crises interdépendantes et pour construire des écoles, des hôpitaux et des infrastructures durables. Les pays du Sud ont désespérément besoin de solutions pour mobiliser des ressources domestiques afin de financer la réalisation des droits des personnes. Pour les pays à revenus élevés, il s'agit simplement d'accepter que les normes fiscales internationales aient besoin d'un soutien mondial, d'une répartition équitable des avantages et d'une prise en compte extraordinaire des besoins, des priorités et des capacités des pays du Sud. Les pays riches subissent également des pertes astronomiques en raison des abus fiscaux transnationaux et devraient donc aborder le processus de manière plus constructive pour agir dans l'intérêt de leur population. Faisant partie de Tax Justice Network, je sais exactement ce que tu as défendu là-bas comme idée en notre compte Tax Justice Network. Mais pour nos auditeurs, peux-tu rappeler quelles sont les positions que tu as défendues là-bas et pourquoi est-ce que pour nous, Tax Justice Network, ces positions que nous défendons sont importantes lorsqu'il faudra définir les termes de référence de prochaines discussions en vue de mettre en place un cadre de coopération fiscale internationale beaucoup plus inclusif. Depuis plus de 60 ans, les règles fiscales mondiales sont décidées à huis clos au sein de l'OCDE,
un club regroupant un petit nombre de pays riches dont les membres comprennent certains des paradis fiscaux les plus néfastes au monde. Une convention fiscale des Nations Unies exigerait que les règles fiscales mondiales soient décidées de manière démocratique et transparente à l'ONU, où tous les pays peuvent être entendus sur les règles fiscales internationales qui nous concernent tous. Au sein de Tax Justice Network, nous pensons qu'intégrer ce que l'on appelle l'ABC de la transparence fiscale dans la Convention serait une étape fondamentale vers la fin du monde opaque que représente le secret financier, où les riches et les puissantes entreprises opèrent en toute impunité tandis que le reste paie sa juste part d'impôts. Par ABC de la transparence fiscale, nous entendons un ensemble bien établi de mesures visant à lutter contre les abus fiscaux des entreprises et des particuliers et d'autres formes de corruption. Ces mesures comprennent l'échange automatique d'informations dans le cadre d'une norme technique améliorée qui profite à tous les pays, l'enregistrement accessible au public des bénéficiaires effectifs et la déclaration publique pays par pays. Un élément supplémentaire serait la création d'un registre mondial des actifs, GAR, qui regrouperait les registres publics et privés des véhicules juridiques et des actifs de grande valeur. Nous pensons également que l'imposition des multinationales en tant qu'unité mondiale plutôt qu'en tant qu'entité distincte et le renforcement de la coopération internationale pour promouvoir des systèmes fiscaux progressifs luttant contre les inégalités extrêmes et la crise climatique permettront aux pays de réaliser tout le potentiel de l'impôt en tant que super-pouvoir social. Tax Justice Network continuera à fournir des outils et des analyses pour soutenir les négociations et collaborer avec des partenaires au sein du mouvement pour la justice fiscale et au-delà, afin que le monde saisisse cette opportunité historique de changement. Très intéressant. Alors Sergio, peut-être une dernière question pour sortir de cette actualité. Alors, qu'est-ce que toi, à titre individuel, mais aussi au nom de l'organisation pour laquelle tu travailles, Tax Justice Network, quelles sont tes attentes? Il y a encore d'autres sessions à venir, dont une immédiate bientôt, au cours du mois de juillet. Quelles sont tes attentes et quelle est en quelque sorte la stratégie de plaidoyer qui est en train de se dessiner? Début juin, le secrétariat diffusera un projet zéro des termes de référence pour recevoir des contributions écrites jusqu'au 17 juin. Il sera essentiel de canaliser le soutien de différents acteurs pour appeler à une convention cadre ambitieuse, dans laquelle chaque question pertinente de fiscalité internationale est incluse dans son champ d'application. Il sera également crucial d'identifier les États qui pourraient être les champions de mesures telles que l'ABC de la transparence fiscale, l'imposition effective des personnes très riches, et des mesures telles que la révision des conventions de double imposition, ainsi qu'un programme équitable de fiscalité environnementale et climatique mondiale. Les enjeux sont importants, et la coopération au sein du mouvement pour la justice fiscale et au-delà, est essentielle pour attirer le type d'énergie transformatrice, qui peut effectivement faire face aux tentatives de bloquer le processus par ceux-là même qui souhaitent préserver le statu quo hautement dysfonctionnel et injuste. Vous l'aurez retenu, Sergio Chaparro, qui est un des responsables du plaidoyer au sein de Tax Justice Network, a partagé avec vous l'expérience et le sentiment qu'il a acquis au cours de cette première session. Je rappelle que bien que tout le monde n'était pas à New York, tout Tax Justice Network était mobilisé pour suivre ce moment historique et entendre ce qui se dit et surtout comment est-ce que les pays qui jusque-là dominaient la pensée sur la coopération fiscale ont essayé d'apporter des blocages. Mais nous allons continuer de mener le plaidoyer. Une de celles qui a suivi à distance, c'est Liz Nelson. Elle est une des dirigeantes au sein de Tax Justice Network. Elle travaille avec l'équipe du plaidoyer qu'elle dirige d'ailleurs, mais elle est aussi surtout très concernée par la question des droits humains, mais aussi de l'égalité des genres. Alors, nous avons posé la question à Liz Nelson si elle avait été satisfaite
de cette première discussion sur les termes de référence, je le rappelle, en vue de mettre en place un cadre de coopération fiscale internationale, Liz Nelson nous a partagé son sentiment. Je rappelle tout de suite, c'est un sentiment entre grande joie et grande émotion, mais aussi petites attentes sur le fait que peut-être on comprendra qu'il est prioritaire de parler aussi des questions de droits de l'homme et d'égalité de genre. Liz Nelson nous livre son impression. Il y a encore un long chemin à parcourir pour garantir que la coopération fiscale internationale améliore et renforce l'égalité des genres. La Convention-cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale est essentielle, et nous et nos gouvernements devons comprendre l'impact des nombreux obstacles structurels et systémiques qui contribuent à l'approfondissement des inégalités entre les sexes. Ils sapent également nos droits fondamentaux. C'est une occasion importante d'ancrer une façon progressive de penser les questions d'égalité substantielle des genres. Une approche progressiste qui reconnaît la politique, la discrimination et l'environnement fiscal régressif qui n'ont pas réussi à soutenir les services publics destinés aux femmes. Cela peut être inversé. C'est essentiel car les femmes, en particulier, perdent des opportunités économiques parce qu'elles sont souvent les principales responsables des enfants et d'autres membres de la famille. Elles s'occupent généralement aussi d'autres personnes dans la communauté. Elles dominent le secteur public, les emplois faiblement rémunérés et, sans un plancher de sécurité sociale, un socle de protection sociale. Elles sont coincées dans un endroit sans opportunité de marginalisation. Il est donc vraiment important que cette opportunité aux Nations Unies soit conçue non pas comme une réflexion après coup, mais avec certains principes fondamentaux à l'esprit pour concevoir et réformer la gouvernance fiscale internationale afin que l'égalité des genres puisse être avancée, puisse être renforcée. Nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité et permettre que les injustices et les échecs en matière de droits humains se reproduisent à nouveau. Reformer la gouvernance fiscale internationale de manière à prendre en compte les droits humains, mais aussi l'égalité des genres. C'est bien entendu de la part de Liz Nelson. Liz, je te relance en disant que nous continuons de défendre nos principes cardinaux, notamment les ABC de la justice fiscale. A pour échange automatique d'informations, B pour transparence des bénéficiaires effectifs et C de country reporting pays par pays des performances financières qui à la fin sont les seuls à garantir les droits d'imposition et la juste répartition fiscale avec d'autres principes comme la formule unitaire et tout le reste. Mais d'ici la liste, en quoi les ABC sont déjà un premier pas pour renforcer la protection des droits humains et s'assurer de bien financer l'égalité des genres. Notre équipe au sein de Tax Justice Network a analysé avec soin les déclarations faites par les États membres lors de la première session du Comité spécial pour la fiscalité internationale au cours des 2 dernières semaines à New York. De nombreux sujets ont été abordés, notamment des questions de procédure et des questions de fond sur la richesse, les taxes sur le climat, le règlement des différends et, de manière générale, sur la façon de coopérer en tant qu'organe intergouvernemental. Cependant, l'égalité des genres n'est pas tellement abordée, elle n'est pas en discussion. Plusieurs pays ont mis en avant des principes normatifs essentiels, centraux pour les droits de l'homme, tels que la transparence, la responsabilité, l'équité et la justice sociale. Certains pays participent assez souvent aux discussions. Les pays du Nord et les pays de l'UE ont voté contre la décision d'une résolution visant à réformer les règles fiscales internationales, et cela était prévisible. Raisonnablement,
Nous pouvons nous attendre à ce qu'il se concentre sur l'édulcoration des termes de référence et sur l'obtention de la version la plus faible possible d'une convention cadre. Mais ceux qui se soucient de l'égalité des genres et des droits de l'homme doivent surveiller le livre. Sinon, dans le pire des cas, la Convention cadre pourrait ne pas promouvoir l'égalité des genres et les droits de l'homme et devenir une réflexion après coup. Nous devons réfléchir et nous assurer que nous ne permettons pas que des faiblesses à long terme soient verrouillées dans la Convention. J'ai étudié attentivement. Les militants de la société civile, les féministes et les défenseurs des droits des femmes peuvent analyser les déclarations de la première session, comprendre ce que les pays individuels, leurs gouvernements, veulent obtenir de la Convention cadre, et dialoguer avec eux. Avec ceux qui participent à la prochaine session, à l'approche de la prochaine session fin juillet, la deuxième session peut exposer les implications pour les femmes, pour l'égalité des femmes. Si nous continuons sans discuter et sans entrer dans certains détails, sans nous assurer que les implications de l'injustice fiscale sont bien comprises, il faut une cohérence dans l'élaboration de principes et de politiques visant à renforcer l'égalité des genres. Vous l'aurez compris avec Lise, et pas seulement Lise, et beaucoup d'autres personnes travaillent sur cette question. Une vraie justice fiscale, finalement, serait celle aussi qui garantit les droits humains, les droits fondamentaux, mais surtout l'égalité des genres qui continue d'être un défi pour notre monde contemporain. Et pour cela, il va falloir continuer de mener la bataille. La bataille, elle est déjà menée depuis plusieurs années par une dame que très peu de gens connaissent dans le grand public et qui est pourtant une des héroïnes de la justice fiscale et sociale en Afrique. Je parle de Irene Ovonji Odida, de nationalité ougandaise, mais qui a une réputation désormais internationale. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'ICRIT, c'est un groupe international de chercheurs qui ont décidé d'apporter des arguments en faveur de la justice fiscale, mais elle est aussi au conseil d'administration de Tax Justice Network. C'est une grande avocate. J'ai eu l'occasion et la chance de la rencontrer à l'occasion du 9e symposium des questions fiscales qui était organisé à Nairobi, au Kenya, par IBFD, notamment le bureau pour la documentation fiscale internationale. Et avec Irene, la question de justice fiscale est avant tout une question de bataille. Elle le fait depuis très longtemps. Elle l'a fait dans le cadre des Nations Unies avec le FACTI Panel. Et aujourd'hui encore, Irene répondait à un expert de l'OCDE, il ne s'agit pas du rendez-vous, du donner, des techniques et du recevoir, mais il s'agit véritablement de libérer le potentiel de fiscalisation, d'imposition des pays à faible revenu, afin que ceux-ci, rappelez-vous, le disait déjà Lise, puissent financer le développement. Irene nous rappelle qu'il est question de bataille et non simplement de contribution. Écoutez ce qu'elle a répondu sur ce plan précis. La question de la réforme fiscale est ancrée dans toute la question de l'intégrité financière mondiale, qui est très liée au système offshore. C'est un système mondial et différents processus et rapports, comme le rapport du panel Mbeki, le rapport FACTI auquel vous avez fait référence, ainsi qu'un grand nombre de recherches qui ont été faites par Tax Justice Network elle-même, montrent clairement que nous parlons d'une structure systémique qui vise à garantir que certains pays et certains acteurs
en particulier les grands conglomérats, continuent à bénéficier principalement du système économique mondial actuel. Et donc, l'architecture financière mondiale contribue à cela et les différents forums qui établissent les règles autour de la fiscalité internationale sont ceux qui créent également des règles qui maintiennent le système tel qu'il est. Maintenant, nous savons que la fiscalité internationale, ce sont à la fois les règles que vous avez au niveau international, mais certaines règles se font au niveau national parce que la fiscalité est une question de souveraineté, car les pays ont leur propre système fiscal. Et une partie du défi que nous avons vu, c'est qu'il y a des failles et qu'il y a souvent une inadéquation entre les règles des différents pays, et ensuite ces failles sont exploitées ou utilisées par les acteurs transnationaux d'une manière dont les autres acteurs économiques ne sont pas capables de le faire. Le défi a toujours été la gouvernance, parce que les règles et les failles que ces règles créent ou laissent ont été fixées par quelques pays, quelques gouvernements de pays qui sont actuellement considérés comme des économies avancées, et malheureusement de nombreux individus dans ces pays qui prennent ces décisions ont très souvent des liens ou des intérêts et des liens avec des sociétés transnationales. Donc ils font des règles, que ce soit des règles sur les prix de transfert, des règles sur les banques ou des règles sur les bénéficiaires effectifs qui ne permettent pas la transparence pour savoir qui possède ces entreprises, où sont réalisés les bénéfices de ces entreprises et où ces bénéfices sont gardés. Donc, pour la majorité des citoyens dans le monde, tant dans le sud global, comme en Afrique, que dans le nord global, nous sommes les perdants nets de ce système que nous avons. Les bénéficiaires sont quelques individus ultra riches et des conglomérats. Même d'autres acteurs économiques comme les petites entreprises et les entreprises nationales y perdent parce qu'ils ne sont pas positionnés pour profiter de ces failles entre les règles des différents pays. Il y a donc une pression qui continue à être exercée dans le système par les pays riches pour le maintenir tel qu'il est. Heureusement, à mesure que les pays du Sud, y compris l'Afrique, se sont organisés et que les individus à travers le monde, tant dans le Sud que dans le Nord, ont vu que ce système ne profite qu'à une minorité, les 1%, et que nous commençons à travailler ensemble et à nous rassembler et à commencer à construire des réseaux et des coalitions mondiales comme Tax Justice Network, d'autres en Afrique comme Tax Justice Network Africa ou l'Union panafricaine des avocats, donc différents réseaux. De plus, à mesure que les chercheurs mènent des recherches et produisent des données qui prouvent ce que nous disons, nous voyons de plus en plus de voix qui réclament une gouvernance plus inclusive. Cette pression, couplée aux faiblesses et aux échecs évidents du processus BEPS de l'OCDE, a conduit à une situation où nous avons maintenant ce processus qui se déroule à l'ONU, qui envisage de négocier une convention cadre sur la fiscalité internationale. Celle-ci nous renforcera dans nos droits d'imposition, de sorte qu'une augmentation des recettes aidera vraiment le gouvernement à financer de meilleurs services publics et à atténuer les impacts de la crise climatique. Oui, avec Irene, on le sait, la pression est aujourd'hui mise en place pour qu'on puisse avoir plus de justice économique. Et la justice économique ne peut passer que par un des principes d'ailleurs de la justice fiscale qui est élaboré par Tax Justice Network. Parmi les 5 R de la justice économique passe par une bonne redistribution, mais aussi une bonne représentation. Il faudrait que tout le monde contribue au système fiscal et qu'on ne soit plus dans des systèmes inégalitaires où les plus forts peuvent tirer avantage des plus petits. Mais cela dit, il faut connaître comment négocier. Alors, j'ai demandé à Irene Ovondi-Odida quel était le conseil qu'elle donnerait aux pays actuellement parmi les plus faibles qui participent à ces échanges. Comment éviter le piège d'être sous la pression des pays qui sont puissants et riches? Écoutez la série de conseils de Irene Ovondi-Odida. C'est une très bonne question car la fiscalité est à la fois une question politique et une question de politique publique, mais c'est aussi une question technique. Donc,
Pour s'engager avec succès ou même, je dirais, efficacement dans ce type de négociation, vous devez avoir des équipes qui comprennent à la fois les décideurs politiques et les technocrates, les experts fiscaux, donc des gens qui comprennent, qui ont été impliqués dans l'administration fiscale, dans la formation de la politique fiscale, etc. Et heureusement, les équipes de négociation qui examinent actuellement le mandat pour les négociations de la Convention Prima comprennent les deux. Vous avez à la fois les diplomates du groupe africain basé à New York, mais vous avez aussi des personnes qui sont des administrateurs fiscaux, des experts fiscaux dans certaines de ces équipes. Renforcées parce que l'un des défis auxquels nous sommes confrontés est le manque d'approche commune et de front commun. Et ce genre de choses est exploité par ceux qui ont intérêt à maintenir le statu quo. Il est important que les administrateurs fiscaux, les administrateurs des recettes et même les responsables des finances comprennent qu'il s'agit d'une question fondamentale pour l'Afrique, d'une question fondamentale pour les pays en développement, pour aborder la répartition des droits d'imposition. Ce genre d'opportunité ne se présente pas fréquemment. La dernière fois qu'un processus aussi large a eu lieu, c'était il y a près de 100 ans, après la Société des Nations, dans ce contexte. Donc, cela n'arrive pas si fréquemment. Et il a fallu plusieurs étapes et poussé, avec beaucoup de leadership africain, je dirais, y compris avec le STB, les ministres des Finances d'Afrique. Ils ont joué un rôle majeur avec diverses résolutions appelant à cela. Nous avons vu le rôle d'organismes comme la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui ont également joué un rôle majeur. Nous avons vu la communauté de la justice fiscale, vous savez, de la société civile, qui, au fil du temps, a constamment poussé pour ce genre de choses, et qui a inclus à la fois ceux d'Afrique dans le cadre de la campagne Stop the Bleeding, ainsi que de nombreux autres mouvements en Afrique, ainsi que ceux en dehors de l'Afrique, comme TJN et d'autres, le mouvement syndical. C'est donc toute une coalition, et c'est tellement important parce que c'est une question de pouvoir. Taxer et obtenir des recettes. Elle ne peut pas atteindre son programme de développement, mais elle reste également faible géopolitiquement. Il s'agit donc d'une question fondamentale pour l'Afrique et les autres pays en développement, et nous devons nous y concentrer. Mais nous devons être coordonnés, nous devons être unis, et ne pas nous laisser distraire, parce qu'il y aura des différences et certaines positions. Nous devons simplement être clairs sur notre position de négociation commune de base. Quel est l'intérêt commun et comment nous protégeons cela ensemble? Enfin, c'est une question pour laquelle les pays se sont battus par le passé. Les grands pays sont même allés jusqu'aux armes pour ce genre de questions. Ressources dont nous avons besoin pour soutenir ces équipes qui négocient à New York et savoir qu'il s'agit d'une question qui concerne l'ensemble du gouvernement. Donc, une coordination au niveau national, une coordination entre notre pays, les capitales et New York, et aussi une coordination en incluant Addis Abeba, où se trouve le siège de l'UA, et une coordination entre l'agenda fiscal et d'autres agendas ailleurs qui ont des implications pour cela, comme les questions commerciales, coordination entre l'agenda fiscal et d'autres agendas ailleurs qui ont des implications pour cela. Exactly. The coordination is very important. La justice fiscale est une question de bataille et Irene nous l'a rappelé. Mario, notre collègue de Tax Justice Network, nous l'a dit aussi lors du podcast numéro 60 que je vous invite à aller écouter. Les Européens se sont battus longtemps pour avoir les droits d'imposition. Tous les pays se sont battus pour avoir des droits d'imposition. Mais aujourd'hui, on semble vouloir considérer que les exigences légitimes des pays faibles économiquement ne sont pas aussi légitimes que ça. Merci Irene de nous le rappeler. Et d'ailleurs, pour les questions de compétences, nous allons écouter une autre digne fille de la justice fiscale en Afrique qui est Mokupa. Elle est très brillante, elle viendra en position d'invité. Mais avant ça, nous avons discuté avec Rachel Eder Foya. Elle est chercheuse chez Tax Justice Network. Elle a fait un travail qui consiste à montrer que plus de transparence sur les performances financières des entreprises situées
dans les pays riches, notamment par exemple, dans le cas présent, le Royaume-Uni, ou encore dans les îles considérées comme des paradis fiscaux qui sont sous la houlette ou sous le contrôle indirect de l'Empire britannique, du Royaume-Uni, pourrait permettre à plusieurs Malawites de pouvoir accéder au financement des changements climatiques. Mais avant de pouvoir aborder le sujet, Rachel a décidé de nous parler de la situation climatique actuellement au Malawi. De quoi on parle? De quel problème il s'agit? De quel problème la justice fiscale pourrait apporter une solution? Rachel nous partage son point de vue à la suite d'un excellent rapport sur lequel elle a collaboré. Le Malawi devient de plus en plus chaud avec des événements météorologiques plus extrêmes. Par exemple, cette dernière saison, nous avons tout eu, moins de précipitations, de longues périodes de sécheresse, puis des inondations. La plupart des gens dépendent de l'agriculture pluviale. Donc, la crise climatique entraîne davantage de pénuries alimentaires, ainsi que davantage de maladies diarrhéiques et de maladies infectieuses comme le paludisme. À cause de cela, chaque année, davantage d'enfants meurent de ces maladies évitables. On peut donc dire que je pense que la crise climatique est vraiment et véritablement une crise des droits humains. D'accord, on serait tenté de dire que le Malawi fait face de plus en plus au défi du changement climatique, comme beaucoup de pays d'ailleurs. Mais alors, Rachel, d'un point de vue purement fiscal, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que la situation actuelle d'un cadre fiscal déséquilibré, d'un cadre fiscal qui ne donne pas totalement les droits d'imposition à des gouvernements africains, y compris finalement celui du Malawi? Qu'est-ce que cette situation pose comme conséquence actuelle? 2 exemples avec Rachel et Terfoya. Le Malawi perd environ 3% des recettes publiques chaque année à cause des abus fiscaux. Cela est rendu possible non seulement par le Royaume-Uni, mais aussi par ses dépendances et d'autres paradis fiscaux. Nos recherches utilisant le modèle GRAD montrent que ce montant pourrait permettre de scolariser 5000 enfants supplémentaires chaque jour, donnant ainsi accès à l'eau potable de base, ce qui est si important pour lutter contre ces maladies diarrhéiques évitables. 5000 enfants qui pourraient retrouver le chemin de l'école si cet argent n'était pas perdu. 5000 qui pourraient apprendre des techniques différentes, devenir des producteurs pour l'économie du Malawi et aussi l'économie de la grande région d'Afrique australe qui a besoin de ses fils et de ses filles, non, de ses filles et de ses fils, des filles et fils qui sont bien formés et qui permettent à l'économie de se déployer. Alors, est-ce qu'on a l'impression que les pays qu'on cite, notamment le Royaume-Uni, ne fait pas grand-chose pour qu'on puisse avancer sur la question? Rachel nous dit qu'il y a des progrès qui sont faits, mais que les marges de progression existent et qu'il est important de pouvoir combler ces marges de progression. Écoutez Rachel sur cette question précise. Le Royaume-Uni, y compris ses dépendances de la couronne et ses territoires d'outre-mer, a encore un long chemin à parcourir en matière de mise en œuvre effective de l'échange automatique d'informations, de la transparence des bénéficiaires effectifs et de la déclaration pays par pays pour les multinationales, notamment pour que des pays comme le Malawi puissent accéder aux informations sur les comptes bancaires des résidents du Malawi détenus à l'étranger dans ces paradis fiscaux, afin que le gouvernement du Malawi ainsi que les citoyens et les journalistes puissent vraiment découvrir qui sont les entreprises internationales soumissionnant pour des projets dans le pays, grâce à une transparence effective des bénéficiaires effectifs au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, mais il reste encore de la place pour vérifier. Ce n'est pas encore le cas dans tous les territoires d'outre-mer et les dépendances de la couronne, qui sont essentielles pour de nombreuses entreprises multinationales faisant des affaires dans la région. On en revient au même problème des droits d'imposition qui sont spoliés, une repartition finalement de l'impôt qui n'est pas très juste, des profits
qui sont des bénéfices qui sont exportés vers les juridictions à faible taux d'imposition, des solutions proposées, notamment dans le cadre de l'OCDE, qui sont difficiles à mettre en œuvre et qui ne garantissent pas une réelle efficacité. On en revient là. Rachel, comme beaucoup de nos experts, a beaucoup d'espoir sur les discussions actuellement en cours dans le cadre des Nations Unies. Rachel, partage avec nous. Rachel, dis-nous pourquoi tu penses que finalement ces discussions sont importantes. Pourquoi ces discussions permettraient à des pays comme le Royaume-Uni, comme les juridictions paradis fiscaux annexés ou associés au Royaume-Uni, de cesser d'être un paradis ou alors un enfer pour les recettes fiscales des pays les plus pauvres comme le Malawi. Les négociations en vue de la Convention cadre des Nations Unies sur la fiscalité pourraient changer la donne. L'ambition à long terme des pays du groupe africain à l'ONU est de veiller à ce que les multinationales paient les impôts là où elles exercent leurs activités, cessent de transférer les bénéfices et rendent beaucoup plus difficile l'évasion fiscale pour les résidents là où ils vivent. Au niveau national, le Malawi peut également envisager de réviser ses conventions fiscales vraiment obsolètes avec le Royaume-Uni et la Suisse, signées avant même l'indépendance du Malawi. Celle-ci nous prive de nos droits d'imposition, de sorte qu'une augmentation des recettes aidera vraiment le gouvernement à financer de meilleurs services publics et à atténuer les impacts de la crise climatique. Merci Rachel Eterfoya qui, évidemment, comme tous les experts qui travaillent ou sont associés à Tax Justice Network, partagent ces principes de transparence. Les vrais droits d'imposition commencent à partir du moment où les administrations fiscales ont une clairvoyance sur qui sont les contribuables, quelles sont les performances financières des contribuables et surtout que les informations sur ces questions peuvent passer rapidement sans aucune contrainte. Cela a toujours été les ABC de la justice fiscale. Le premier levier, c'est la transparence. Et d'ailleurs, à ce propos, vous savez, Tax Justice Network est en train de travailler à renouveler son indice d'opacité financière. Comme l'a dit Irène Ovonji Odida, tant qu'il y aura l'opacité, on donnera l'occasion à des personnes d'éviter la loi fiscale, de ne pas payer les impôts. Les principes de ABC sont très très importants. Mais pour parvenir à un cadre fiscal inclusif, les 5 R de la justice fiscale sont aussi très importants, parmi lesquels la représentation, la redistribution, la retarification, les réparations. Et donc, il faudrait qu'on défende ces principes. Mais pour le moment, nous nous focalisons sur nos ABC. Nous espérons que les termes de référence des discussions en vue de la collaboration fiscale mondiale prendront en compte cette requête que nous avons soumise, car de toutes les façons, il n'y aura pas d'autre moyen que d'avoir un cadre transparent. Ce sont des choses que nous allons suivre. Nous allons écouter tout de suite l'invité, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Mokupa. C'est une experte des questions extractives, mais surtout de la fiscalité associée au secteur extractif. En termes de leçons tirées du travail que nous avons effectué avec le soutien de l'Africa Climate Foundation ainsi que de vous-même et de nos 2 partenaires nationaux, je pense que la plus importante a été que pour que la justice climatique, le financement climatique et la crise climatique soient abordés, il est définitivement nécessaire d'avoir une justice fiscale. Et nous avons vu dans le passé comment les pays du Nord ont rompu les promesses qu'ils avaient faites en matière de financement, n'est-ce pas ? Je pense que c'était à la COP 15 où environ 100 milliards ont été promis par les pays en développement à Copenhague. Et aujourd'hui, cet argent n'a toujours pas été, vous savez, donné aux pays en développement dans sa pleine mesure. Il est donc nécessaire d'explorer d'autres moyens de mobiliser réellement les recettes pour le financement climatique.
Les pays développés ont été les principaux pollueurs. Ils devraient évidemment prendre leurs responsabilités sur la base du principe du pollueur-payeur, mais en même temps, les pays en développement doivent élaborer des stratégies sur la manière dont ils combleront le déficit de financement climatique pour financer les activités d'adaptation ou les mesures visant à les protéger de la crise. La question est donc de savoir quelles sont les sources de recettes disponibles pour combler ce déficit, et la fiscalité devient alors l'outil qui peut être utilisé pour y parvenir. Ainsi, dans notre travail, nous avons essayé d'explorer les différentes façons dont la fiscalité peut être un outil de mobilisation des recettes pour l'action climatique dans les pays en développement et plus précisément en Afrique. Nous décomposons les différentes façons dont la réforme peut se faire, par exemple, du point de vue de la politique fiscale, et comment cela peut contribuer aux efforts de mobilisation des ressources nationales, en particulier dans les pays riches en ressources, les pays qui ont pratiqué l'exploitation minière ou qui se sont engagés dans des activités de l'industrie des combustibles fossiles. Ce sont des pays qui sont largement dotés de ces opportunités de revenus, mais ils sont incapables de les collecter dans ces secteurs en raison du problème des flux financiers illicites. Dans notre article, nous disons donc qu'il est nécessaire de réformer la justice fiscale dans le système financier international pour résoudre le problème des flux financiers illicites, mais aussi qu'au niveau national, il est nécessaire de réformer les politiques fiscales et de renforcer les institutions comme les autorités fiscales pour garantir que les gouvernements collectent leurs recettes. Ce sont donc quelques-unes des réflexions et des leçons que j'ai tirées de ce travail, en le faisant au Mozambique et en Tanzanie. Cela a été très enrichissant. Et enfin, plus important encore, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose entre les deux mouvements et comme le volet financement est central pour la réalisation de l'action climatique, je pense qu'il est nécessaire que davantage d'acteurs des deux côtés de la barrière collaborent et renforcent la voix sur la nécessité d'une réforme du système fiscal international ainsi que sur le problème des flux financiers illicites. S'il y a plus de collaboration et de solidarité, je pense que nous commencerons à voir des progrès dans la bonne direction en ce qui concerne le financement climatique. Oui, ça on le sait, ils ont promis 100 milliards pour soutenir la transition énergétique, la réponse au changement climatique, mais jusque-là, très peu d'argent a été mis dans la cagnotte, en tout cas pas à hauteur des 100 milliards. Ils ont promis les droits des tirages spéciaux. On en est encore à des promesses d'engagement. Oui, finalement, il n'y a que l'impôt qui peut sauver les pays à faible revenu, comme ceux notamment de Tanzanie ou encore du Mozambique, qui font face à d'importants problèmes en termes de développement. Mais alors, pourquoi est-ce que les pays africains riches en ressources ne parviennent pas à tirer le maximum de la rente minière? Qu'est-ce que nous avons appris lorsque nous avons mené cette étude? Mokuba partage avec nous les insights de ce rapport, dont le lien vous sera partagé dans ce podcast. En ce qui concerne les défis rencontrés dans les pays riches en ressources comme la Tanzanie et le Mozambique, où nous avons réalisé les études, fondamentalement, avec ces études, nous explorions certaines des options de financement d'un point de vue fiscal qui pourraient provenir de leur secteur des ressources, n'est-ce pas? Ils sont dotés de minéraux ainsi que de produits ou de ressources d'origine fossile. Nous avons donc exploré comment les deux pays peuvent tirer parti de ces secteurs pour mobiliser des financements pour l'action climatique. Ici, nous examinons la question fiscale. Je pense donc que le premier point que je voudrais souligner en termes de défis est que nous constatons souvent que la politique fiscale dans ces pays est mal conçue. L'une des leçons que nous avons tirées de la recherche est que l'on voit généralement que les politiques fiscales ne sont pas créées de manière assez robuste pour aborder la question des flux financiers illicites, qui est un problème transfrontalier. Même si c'est transfrontalier, je pense que certaines mesures peuvent être mises en place par les autorités fiscales et les unités de police pour traiter la question des flux financiers illicites. Les flux sont traités au niveau national. Alors, par exemple,
Que prétendent dépenser les entreprises? Souvent, vous constatez qu'il y a une inflation des coûts dans les opérations des entreprises qui réduit ensuite leur charge fiscale parce que cela devient une réduction des paiements de l'impôt sur les sociétés. Les entreprises manipulent ces chiffres afin de pouvoir déclarer des coûts plus élevés. Un autre problème est la sous-déclaration de la production, qui est également un problème important. Vous constatez que les entreprises produisent plus que ce qu'elles déclarent aux autorités. Comment alors les interventions politiques dans ce domaine, d'un point de vue fiscal, abordent-elles certains de ces défis, que ce soit en renforçant les autorités fiscales pour qu'elles soient en mesure d'auditer, de suivre et aussi de s'assurer que ces entreprises se conforment correctement? Le deuxième point concerne les incitations fiscales. Je pense que c'est quelque chose que nous avons réclamé, du moins au sein de Tax Justice Network Africa, pour s'assurer que des incitations fiscales trop généreuses ne soient pas simplement accordées sans une analyse co-avantages appropriée. Nous avons vu de nombreux pays africains se précipiter pour accorder ces incitations alors qu'elles ne contribuent pas tant que ça à l'attraction des investissements directs étrangers, comme le prétend la théorie. Je ne dis pas que les incitations fiscales sont mauvaises, mais je pense que celles qui sont trop généreuses et celles qui sont en fait accordées sans une analyse co-avantages appropriée sont le problème. Je pense qu'il faut faire davantage pour évaluer le coût de ces incitations et suivre leur impact. Si vous renoncez à tant de recettes, quel est l'avantage pour la communauté? Est-ce par le biais d'emploi? Est-ce par le biais d'opportunités d'approvisionnement, etc.? Je pense que dans plusieurs pays africains, nous accordons ces incitations mais ne pouvons pas ensuite assurer le suivi de leur impact sur les communautés et la société dans son ensemble. Elles ne sont pas accordées sans une évaluation appropriée. La dernière, je pense, concerne la valeur ajoutée, la nécessité de commencer à ajouter de la valeur à nos ressources. Je pense que c'est un grand défi. La plupart de nos minéraux quittent le continent à l'état brut. Nous ne pouvons donc pas obtenir efficacement les recettes que nous aurions si, par exemple, nous ajoutions de la valeur, n'est-ce pas? Alors comment, à l'avenir, les gouvernements prévoient-ils de relever le défi de la valeur ajoutée pour collecter les recettes appropriées afin de mobiliser des fonds d'action climatique et de développer le financement de manière plus générale? Je veux ajouter qu'il y a un problème avec les informations géologiques. Je pense que c'est un défi auquel sont confrontés la plupart des pays africains. Nous ne connaissons pas la valeur des ressources sur le terrain. Et donc nous laissons aux compagnies minières et aux investisseurs le soin de nous le dire. La question de savoir s'ils nous diront les quantités exactes de cuivre, de lithium ou de nickel dans le sol est discutable. Je pense donc que les gouvernements doivent investir dans l'information géologique pour déterminer combien sera collecté sur les recettes fiscales, vous savez, une fois que les minerais ou les ressources minières seront extraits. Je pense que c'est l'un des défis. Je pense que ce sont quelques-uns des défis que nous avons observés dans le mouvement autour du secteur des ressources. Je pense que ce sont quelques-uns des défis que nous avons observés dans le mouvement autour du secteur des ressources et pour parvenir à la conformité fiscale ainsi qu'à une mobilisation optimale des recettes nationales. Oui, la vérité, nous préférons croire qu'il y a des mécanismes qui échappent toujours au contrôle des dirigeants africains qui n'ont pas forcément grandi dans la connaissance de la mine et de la chaîne de valeur minière, malgré que ces ressources sont parfois exploitées pendant des décennies. Alors du coup, nous avons demandé à Mokopa quels conseils elle peut donner aux gouvernements africains, qui notamment en matière de fiscalité du secteur extractif. Parce que dire qu'on a les droits d'imposition, parce qu'on peut fixer des bonus ou encore parce qu'on peut fixer des redevances superficiaires ou même l'impôt sur les sociétés, on voit très bien qu'au final, les entreprises s'en tirent toujours à très très bon compte. Et les pays qui ont la ressource, non seulement elles n'ont pas le maximum
de ressources, mais au final, ils doivent gérer le passif environnemental qui a été laissé par l'exploitation de ces ressources. Alors, Mukupa nous donne quelques conseils, humblement bien sûr, et donne quelques conseils au gouvernement afin qu'on puisse avancer. Ces conseils sont basés sur ce que nous avons appris de ce rapport. Je pense que j'ai abordé certains des défis soulignés dans la question précédente en termes de stratégies que les gouvernements peuvent adopter. La grande partie est la clarté de la politique fiscale. Que cherchent à réaliser les gouvernements avec les différents régimes fiscaux actuels qu'ils mettent en place pour les secteurs des ressources? Et donc une fois qu'ils sont clairs sur l'objectif de la politique fiscale, je pense qu'il devient alors plus clair comment ils vont collecter cela, vous savez, l'utiliser et l'allouer au financement climatique ou au financement du développement, ne pas être en mesure d'atteindre certains de leurs objectifs fixés. Donc, pour moi, la clarté de la politique fiscale et les objectifs en place doivent être clairs. Le deuxième point, je pense, est d'investir beaucoup plus dans les capacités autour de l'information géologique. Comme je l'ai souligné plus tôt, il s'agit vraiment d'une question fiscale et cela a des implications sur la quantité qui sera collectée. Donc, si nous pouvons déterminer combien il y a dans le sol, nous serons en mesure de modéliser et d'anticiper combien nous pouvons collecter financièrement. L'autre problème, je pense, concerne l'investissement dans les capacités des autorités fiscales. Je pense que certains progrès ont été réalisés, et je pense qu'un grand travail est fait par le Forum africain des administrations fiscales pour investir dans le renforcement des capacités des autorités fiscales, mais je pense que davantage peut être fait à l'avenir si nous voulons tirer parti de l'opportunité des minéraux de transition, n'est-ce pas? Des pays comme la Tanzanie, même le Mozambique, la Zambie, la RDC ont une énorme dotation de certains des minéraux de transition dont nous parlons, le cuivre, le lithium, le nickel. Comment se prépare-t-il alors d'un point de vue des capacités pour aborder certaines des questions que nous avons soulevées concernant l'audit des coûts, le suivi des chaînes de valeur ainsi que pour s'assurer qu'ils sont en mesure de détecter les risques de flux financiers illicites au sein du système? L'autre est évidemment la question des incitations fiscales. Je pense qu'il est nécessaire d'examiner la meilleure façon d'évaluer et de faire une analyse co-avantage de ces incitations fiscales afin que nous ne les accordions pas simplement sans en évaluer l'impact et sans en évaluer les avantages potentiels. Je pense qu'un autre point est de revoir les anciens accords de double imposition qui ont empêché les pays de percevoir leur juste part des recettes des compagnies minières. Je pense qu'un certain nombre d'ADT ont été signés à l'époque précoloniale et postcoloniale, et compte tenu de l'évolution et du changement des temps, je pense qu'il est nécessaire de revoir et d'examiner, voire de renégocier et d'annuler certains des accords de double imposition parce qu'ils ne sont pas progressifs. Enfin, je soulignerai l'importance des conversations en cours sur la réforme de l'architecture fiscale internationale. C'est un processus que, je pense, le groupe africain mène avec beaucoup de fierté à l'ONU et qui bénéficie d'une grande solidarité, par exemple, de la part des mouvements en Afrique et au-delà. C'est une question mondiale. Et donc je pense qu'il faut simplement s'assurer que davantage de gouvernements s'alignent sur ce point. Il a été inspirant de voir que le vote a été positif et que la plupart des pays en développement sont alignés. Mais je pense qu'il faut continuer à faire plus, n'est-ce pas? Continuer à pousser pour que cela devienne une réalité pour la réinitialisation de la fiscalité mondiale, pour passer de l'OCDE à l'ONU pour un système plus inclusif. Pourquoi est-ce important? Je pense que si nous pouvons résoudre le problème des flux financiers illicites et autres crimes connexes dans le système fiscal international, résoudre le problème des paradis fiscaux, résoudre le problème du mouvement illégal des ressources à travers les frontières, je pense qu'alors nous serons en mesure de commencer à retenir une partie de ce financement qui est nécessaire pour l'action climatique. L'Afrique est fortement à risque. Nous ne sommes pas préparés à ces catastrophes. Je pense que nous avons vu, par exemple, récemment avec les inondations au Kenya, au Mozambique et au Malawi, comment ils ont été grandement affectés par certains de ces changements climatiques.
Il est donc nécessaire que les gouvernements africains s'unissent pour pousser à une réforme du système fiscal international afin de leur permettre de conserver les recettes qui pourraient soutenir certaines de ces catastrophes climatiques. Je rappelle que Mokopa, qui a travaillé longtemps sur des questions de justice fiscale, quittera Tax Justice Network. Elle continuera d'œuvrer pour la justice sociale. Elle continuera d'être cette héroïne, cette battante, comme l'a dit Irene Ovondi Odida, qui nous rappelle que c'est une bataille. Elle continuera de batailler cette fois sur le terrain des changements climatiques en espérant qu'on aura de meilleures politiques et forcément des meilleurs financements du secteur. Mais avant de partir, Mokopa, partage avec nous comment est-ce que tu as vécu cette expérience de bataille, de lutte pour une meilleure justice fiscale et surtout une justice fiscale dans le cadre des pays qui sont riches en ressources minières. Et écoutez un peu ce qu'on dit en anglais, hein. C'est vrai que c'est un podcast en français, un farewell de notre sœur et amie Mokopa. Je serai très impliquée dans la promotion, maintenant davantage du côté climatique, en fait, en poussant pour, vous savez, une réforme de la politique internationale pour soutenir un financement de la transition énergétique juste. Donc, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue de la gouvernance, je pense que ce sont quelques-unes des choses que je soutiendrai dans mon travail. Je pense également à une solidarité renforcée entre, vous savez, les mouvements de justice fiscale et les mouvements de justice climatique pour s'assurer qu'ils parlent d'une seule voix sur la question du financement et qu'ils mobilisent les recettes adéquates pour l'action climatique sur le continent. Et enfin, exiger aussi la justice climatique, que ceux qui ont pollué paient et que c'est l'honneur de chacun de s'assurer que nous avons une planète sûre qui profite à tous. Donc oui, ceux qui ont pollué devraient payer et prendre leurs responsabilités, mais aussi ceux qui n'ont pas vraiment contribué devraient également mettre en place des mesures, n'est-ce pas, pour faire face à la crise climatique, étant donné surtout que certaines des plaies n'ont pas été satisfaites. En résumé, je pense que c'est le travail qui a été fait. C'est un travail très inspirant, et je pense que c'est un tel plaisir de collaborer avec le Tax Justice Network, ainsi qu'avec les partenaires des pays pour réaliser ce travail au Mozambique et en Tanzanie, et aussi en Afrique en général. J'espère donc que c'est le premier travail qui a ensuite inspiré d'autres travaux et s'appuie sur celui-ci pour élargir l'appel à une réforme des systèmes fiscaux tant au niveau national qu'international pour faire face à l'action climatique. Comme on dit chez nous, c'est un au revoir, par un adieu. Nous reverrons certainement Mokopa très bientôt parce que désormais la justice fiscale, la justice climatique et la réponse au changement climatique sont désormais étroitement liées, aussi bien avec les questions de droits humains, les questions d'égalité des genres. Vous pourrez me demander, mais pourquoi est-ce qu'ils sont liés? Je vous prends un exemple simple. Il suffit qu'il n'y ait pas assez de pluie pour que les femmes dans les communautés rurales africaines soient obligées de parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau potable dans des endroits très reculés. Et pourtant, ces femmes ne sont pas toujours justement récompensées pour les efforts d'hygiène qu'elles apportent dans les familles. Je pourrais vous multiplier les exemples en centaines, mais le temps de ce podcast est très court. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous avez entendu, il est important que les piliers de la justice fiscale puissent être déployés et entendus dans le cadre des Nations Unies. Et nous ne parlons pas des 2 piliers qui nous ont été proposés par l'OCDE pour la récupération des droits fiscaux dans le secteur du digital, je rappelle, ou des services connexes comme les prêts, les intérêts et tout ça, ou encore la répartition des impôts avec un impôt minimum, mais qui en réalité ne permet pas de voie claire. Nos principes, c'est l'échange automatique d'informations, la transparence sur les bénéficiaires effectifs, le reporting pays par pays, et nous avons d'autres principes,
notamment le renforcement des capacités des administrations fiscales, la répartition selon une formule unitaire qui empêcherait les multinationales de pouvoir échapper à l'impôt, la publication des données fiables, mais aussi l'élaboration des bonnes taxes. Les bonnes taxes sont celles qui tiennent compte du climat, de l'environnement, qui tiennent compte du genre, qui tiennent compte des objectifs de développement. Nous n'en aurons pas fini, mais c'est la fin de ce podcast édition 61. Je rappelle que vous pouvez l'écouter sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, podcast avec s.taxjustice.net et vous recherchez votre programme en français. Pour ceux qui aiment écouter les podcasts sur des applications, vous pouvez aller sur Stitcher qui est très bien positionné, Spotify, Google Podcast, bref, partout où vous voyez podcast, nous sommes sûrs que nous serons présents. Sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Impôts et Justice Sociale, sur Twitter ou alors X pour les moins nostalgiques que moi. Vous allez sur le hashtag Impôts et Justice Sociale, non, hashtag Impôts Social. Et si vous voulez nous connecter à nous directement, impôt avec S-8 social @outlook.fr ou tout simplement Idriss @taxjustice.net. Voilà pour ce podcast un peu long, un peu lourd, mais très instructif, je l'espère. À bientôt pour des prochaines discussions en matière de justice fiscale et en matière de justice sociale. Au revoir et portez-vous bien.